Dans cette séance, on va continuer dans le sillage d'exploration des bibliothèques de Python, mais notamment sur l'application de l'intelligence artificielle. Comme la séance précédente, on avait utilisé scikit-learn pour faire de l'application sur le machine learning. Donc là, on va utiliser d'autres bibliothèques, notamment TensorFlow, Keras et PyTorch, pour faire du deep learning. Donc, qu'est-ce que c'est que le deep learning rapidement? Donc, c'est un sous-domaine du machine learning qui repose sur l'utilisation des réseaux de neurones pour la construction de modèles. Donc, pour faire du deep learning en Python, on a plusieurs possibilités. Mais le plus souvent, on utilise TensorFlow, Keras et PyTorch. Donc, essayons de comprendre dans un premier temps, c'est quoi exactement TensorFlow et Keras. Ce sont exactement des bibliothèques qui peuvent être utilisées pour créer des modèles de deep learning en Python. Donc, Keras maintenant est intégré sur TensorFlow. Donc, et cette intégration permet de faciliter plusieurs tâches parce qu'on n'a pas besoin de créer des modèles natifs de TensorFlow qui peuvent être un peu complexes. Là, on peut avoir Keras comme API afin d'avoir un code beaucoup plus simple et facile à comprendre. Donc, à côté, on a PyTorch qui est une bibliothèque aussi très utilisée de par sa flexibilité et son approche dynamique donc pour la construction de modèles. Donc, dans cet exemple, je vais utiliser l'approche d'apprentissage supervisé pour illustrer ces bibliothèques et on va faire de la classification en utilisant une architecture de réseau de neurones qui s'appelle MLP, donc Multilayer Perceptron. On va l'appliquer sur des images de MNIST. MNIST, c'est un jeu de données qui contient des images et sur chaque image, il y a un chiffre qui est écrit, donc des digits. Et le chiffre, c'est tout simplement ce qu'on doit donner en prédiction, donc le contenu de chaque image. Donc, par exemple, une petite illustration, on peut regarder là. En entrée, on peut avoir cette image, donc qui est 2 est écrit dessus. Donc, on va construire notre architecture, donc notre MLP, et le MLP sera capable de nous dire ce qui est écrit dans l'image, c'est 0, 1, 2, etc. Donc, ça va se baser sur l'utilisation d'une couche de prédiction ici, donc qui donne en sortie des probabilités. Voilà, donc ici, vu que c'est 2, c'est le 2 qui va être donné. Et si on regarde bien, 2 cette classe a la plus grande probabilité, donc avec 0,95. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'implémenter. Pour utiliser dans un premier temps TensorFlow et Keras, donc pour le petit 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'installer d'abord. Par défaut, ça existe sur Colab, donc on peut l'importer directement, donc avec import TensorFlow as TF. Et après avoir importé TensorFlow, vu que Keras est dans TensorFlow, donc on peut faire from TensorFlow.keras, on importe le module datasets qui contient un ensemble de jeux de données, notamment MNIST, donc on va l'importer. On va changer la représentation des étiquettes. Donc là, on parle de classification. Donc notre objectif, c'est de faire de la classification. Donc on parle d'étiquettes. ToCategorical, donc qui est dans Utils, nous permet de passer de la représentation de base, donc des chiffres qui sont donnés, à une représentation one-hot. On va le voir. Et Matplotlib pour faire la visualisation. Donc là, on peut exécuter et c'est bon. Donc pour importer le jeu de données, on fait mnist.loaddata et par défaut, le jeu de données est divisé en deux parties, donc une partie de train et une partie de test. On n'a pas besoin de le faire. Donc, on peut exécuter. Là, c'est bon. On peut regarder le train. Il y a 60 000 images et chaque image est représentée en 2 dimensions. Donc là, c'est des images en noir et blanc. Donc, raison pour laquelle on ne voit pas la 3e dimension qui correspond au nombre de canaux. Donc, si c'est pour le RGB, par exemple, qui est C est égal à 3. Donc, on peut avoir aussi xtest, donc .shape, qui contient 10 000 images. Donc, on peut faire ytrain. Donc, si on veut voir les étiquettes, donc pour le train, la première image, c'est écrit dessus 5. La deuxième image, c'est écrit 0. La troisième image, 4, etc. Donc, quand on travaille avec des images, c'est fortement conseillé de faire la normalisation pour centrer ou bien mettre les données de manière générale dans la même échelle. Parce qu'ici, les données sont représentées avec des valeurs qui sont comprises entre 0 et 255. Donc, pour normaliser, on peut prendre le max, donc 255, on divise partout par 255. Et on aura des données qui sont comprises entre 0 et 1.
Donc, on peut l'appliquer. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la représentation de base. Donc, par exemple, ici, donc on a des 5, 0, 4. Donc, on va utiliser une représentation one hot. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais je vais expliquer pourquoi, en fait, c'est très intéressant de le faire. Donc, après, on peut utiliser tout categorical. Donc, on lui donne les étiquettes. Donc, Y-train. Après, on fait la même chose pour Y-test. Le nombre de classes, c'est 10. Donc là, on peut mettre 10 directement. Ici, on exécute. Pour visualiser, essayons de voir la classe de la première image, donc qui était représentée par 5 ici. Donc, si on utilise la représentation one hot, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à la position 5, vous pouvez voir qu'il y a 1. Et le 1, ça correspond à quoi? C'est juste pour dire que c'est la classe 5. Le reste, on le met à 0. Donc, c'est ça la représentation one hot. On peut utiliser matplotlib.imshow ici, donc plt.imshow pour visualiser une image sur notre jeu de données. Par exemple, là, il y a 5. C'est écrit 5 sur cette image. Donc, venons-en à la création de notre modèle. Donc, pour ce faire, on peut utiliser encore Keras. Dans le module Models, on a deux types, donc sequential ou bien modèle. Donc, sequential, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, je vais proposer cet exemple. Et après, vu que si on retourne sur le MLP, donc on a plusieurs couches. Donc une première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche par exemple. Donc on a un ensemble de couches. Pour construire des couches, donc sur Keras, on va utiliser le module Layers. Et dans Layers, on a Dense, donc pour créer des couches denses, et Flatten aussi pour avoir une transformation, par exemple. Donc on va voir c'est quoi exactement. Donc, modèle égale sequential, donc pour créer notre modèle. Et une fois que le modèle a été créé, donc on va rajouter au fur et à mesure des couches. Dans un premier temps, on va rajouter la couche flatten, qui nous permet de passer d'une représentation 2D, donc avec les images d'entrée, à une représentation d'une seule dimension. Donc, on va avoir un vecteur, en quelque sorte. Donc, c'est la première couche qui est illustrée ici. Donc, c'est ça le flatten. Donc, on passe d'une représentation 2D avec l'image à une représentation 1D, donc avec le flatten. Donc, c'est ça l'objet du flatten. Après le flatten, on peut utiliser des couches denses. Donc, la couche dense qui prend en entrée la sortie du flatten, donc qui va avoir 128 neurones, par exemple, et avec une activation qui est relue. Et relue, c'est juste une fonction qui donne la valeur d'entrée si la valeur elle est positive et 0 si la valeur d'entrée elle est négative. Donc on peut avoir aussi d'autres couches denses, donc une autre couche dense qui est le 10 ici, nombre de neurones 10, avec une activation softmax, c'est pour dire ça va être notre couche de prédiction. Si on regarde bien cette image, là on voit la dernière couche ici avec 10 neurones. Donc, c'est ça qu'on essaie de représenter à la fin. Donc, cette couche intermédiaire, je ne l'ai pas représentée, mais on peut rajouter une autre couche comme ça. Donc, après avoir créé notre réseau de neurones avec un ensemble de couches, donc ici, on peut exécuter. Donc, pour simplenn.add, d'accord. Donc là, je vais exécuter modèle. Voilà. Là, j'exécute et c'est bon. D'accord. Là, c'est bon. Donc, j'ai Softmax. Donc, Softmax qui nous permet juste de passer de logit en probabilité. Parce que l'objectif, c'est que chaque neurone, donc 10 neurones, ça va correspondre aux 10 classes. Notre objectif, c'est que chaque neurone puisse être spécialisé pour la prédiction d'une classe donnée. Donc, la sortie de la couche dense, ça va être des logits. Donc, on transforme l'ensemble de ces logits en des probabilités. Et le softmax nous permet d'avoir des probabilités de telle sorte que si on fait la somme de cet ensemble, donc des ensembles de 10 probabilités, on va se retrouver avec 1. Donc, pour faire la prédiction, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va prendre uniquement le neurone donc avec la probabilité la plus élevée, comme ici. Par exemple, là, le softmax a été appliqué. Donc, si on fait la somme de ces probabilités, on va se retrouver avec 1. Et vu que le neurone 3, donc on commence à compter à partir de 0, le neurone 2, autant pour moi, a donné une meilleure probabilité. Donc, on va dire que ça appartient à la classe 2.
Donc, après avoir configuré notre modèle, donc il reste juste de faire le compile, donc un optimiseur avec Adam ici pour l'aspect apprentissage et la fonction perte, donc categorical cross entropy et métrique. Donc, je vais expliquer d'abord l'optimiseur. L'optimiseur, c'est quoi exactement? Donc, l'optimiseur peut être défini comme un algorithme qui ajuste les poids du modèle pour minimiser la fonction perte. Donc, si on regarde bien, la fonction perte, c'est la loss ici. Donc, c'est categorical cross entropy. Et la fonction perte, c'est quoi? Donc, c'est juste une fonction qui nous permet de mesurer l'écart entre les prédictions donc, du modèle et les valeurs réelles. Donc, ici, on a utilisé categorical cross entropy. Dans d'autres contextes, on pourrait utiliser par exemple du sparse categorical cross entropy. Donc, la fonction perte, ça dépend vraiment de la tâche qu'on veut résoudre. Donc, ici, on met categorical. Donc, ce que j'avais dit ici, parce qu'on a transformé avec tout categorical. On a une représentation one hot. Si on a une représentation one hot, on peut prendre directement categorical cross entropy. Mais si on n'avait pas appliqué le tout categorical, donc là, au lieu de sparse, au lieu de categorical cross entropy, on va utiliser une représentation sparse. Donc, on va rajouter sparse ici. Voilà. Donc, vu qu'on a la représentation one hot, donc on peut laisser comme ça. Et accuracy avec les métriques qui nous permet juste de valider le modèle. Donc, on peut exécuter. Et la modèle.summary, donc ça va nous permettre d'avoir une vision plus large sur notre modèle qui est composée d'une couche de flatten, une couche dense et une autre couche dense. Donc la couche de flatten qui donne en sortie 784, donc de dimension des sorties de dimension 784, avec 0 paramètre à apprendre parce qu'il n'apprend pas, il ne fait que projeter, que transformer autant pour moi, donc passer de 2D en 1D. Il y a la couche dense, donc la première qui possède 128 neurones, donc qui va avoir 100 480 paramètres à apprendre. Et la dernière couche, donc la couche de prédiction, qui possède 10 neurones, donc qui va avoir 1290 paramètres à apprendre. Donc en tout, notre modèle a 101 770 paramètres à apprendre. Donc pour entraîner notre modèle, donc on va utiliser le fit comme avec scikit-learn. On met le x-train, le y-train, parce qu'on est en apprentissage supervisé. Le nombre d'époques, c'est le nombre d'itérations que le modèle va faire. Le batch size, c'est pour dire qu'on va entraîner avec des lots, donc avec des lots d'images. Au lieu de traiter image par image, le modèle va traiter par lot d'images. Donc, chaque lot d'image va contenir 32 images. Donc, le validation split, c'est pour dire que le modèle, durant son processus d'apprentissage, il va s'évaluer. Donc, l'évaluation, il va diviser son jeu de données d'apprentissage en deux parties. Donc, la première partie, il va l'utiliser pour l'apprentissage, donc pour mettre à jour ses paramètres. Et la deuxième partie, il va l'utiliser pour la validation. Donc, l'objectif, c'est de voir est-ce que le modèle est bien en termes de généralisation, si on n'a pas un très grand écart entre l'apprentissage et la validation. On peut utiliser un jeu de données spécialisé pour la validation. Donc, pour ce faire, il faut utiliser, par exemple, validation-data. Et là, on lui donne, par exemple, si on veut utiliser le x-test et y-test, on lui passe ça. Donc, si on utilise, on n'aura plus besoin de celui-là. Donc, vu qu'on veut tester à la fin, donc mieux vaut laisser le validation split. Donc, après, on peut directement exécuter. Donc, il y a l'apprentissage qui s'effectue là. Donc, on peut voir l'évolution de l'accuracy et de la fonction perte. Avec le val accuracy, donc la validation, on peut voir que l'écart, il est même meilleur sur sur la validation. Donc, on peut regarder voilà, l'évolution du modèle à partir de l'apprentissage. Et au cinquième époque, donc c'est bon, on a fini l'apprentissage de notre modèle et les résultats sont stockés dans Story. Donc, après avoir fini l'apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire? On peut évaluer le modèle sur notre jeu de données de test. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a divisé, pas divisé, mais on a pris deux sous-ensembles. Un ensemble d'entraînement, donc le train, et un ensemble de tests. Donc, on peut évaluer avec modèle.evaluate. Vu on va évaluer, donc il va se comparer avec les vrais labels. Donc, on donne y-test. Et là, il nous donne l'accuracy, donc qui est égal à 97,74%.
Donc, on peut utiliser History donc, pour faire des visualisations, par exemple, parce qu'il contient l'accuracy, l'évolution de l'accuracy durant l'apprentissage et l'évolution du val accuracy durant l'apprentissage aussi. On peut faire la même chose pour la fonction perte. Donc, la fonction perte, on doit la minimiser et l'accuracy, on doit la maximiser. C'est une mesure de performance. Alors que la loss, ici, la fonction perte, c'est une erreur. Donc, si on visualise, donc on peut voir l'évolution des deux courbes, donc la courbe pour l'entraînement, donc le train, et la courbe aussi pour la validation. Donc, en gros, c'était ce qu'il faut retenir sur la partie TensorFlow et Keras avec la mise en place d'un multilayer perceptron pour faire la classification d'images. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec PyTorch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec PyTorch? On va installer un ensemble de bibliothèques donc, qui seront nécessaires. On parle de PyTorch, donc Torch pour Python. Donc, on va importer Torch. Et dans Torch, il y a Neural Network. Donc, on peut importer Optim pour l'optimiseur. Torch Vision pour traiter tout ce qui est image. Transform pour normaliser les images. Et Matplotlib pour la visualisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va définir notre méthode ou bien notre approche de normalisation avec Transforms. On lui dit, ta sortie doit être des tenseurs, donc tout tenseur, on convertit. Pas forcément avoir la représentation avec NumPy ou bien des images, mais on va convertir en tenseur de torche. Et on va normaliser. Donc, ici, c'est une standardisation qui est appliquée. Donc, on va centrer et réduire les données. Centrer avec 0.5, donc moins 0.5 et diviser par 0.5. Donc, on peut exécuter cette cellule. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va charger les jeux de données d'une autre approche. Donc, là, c'était avec Keras, mais ici, c'est avec Torch Vision. Donc, on fait torchvision.datasets.mnis, on charge mnis, on dit root.data. Voilà. Là, on va dire train, donc on charge les jeux de données d'apprentissage, donc download égale true, et on applique directement la transformation nécessaire. Donc, on fait la même chose pour la validation, il faut juste faire train égale false pour le test, autant pour moi. Donc, on peut exécuter cette cellule, on a chargé notre jeu de données. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va utiliser ce qu'on appelle un data loader, donc, qui est très intéressant. Et le data loader sert tout simplement à charger efficacement les données, donc en gérant le découpage, donc sous forme de mini-batch. Donc, il peut appliquer des mélanges donc avec le shuffle. Il peut aussi appliquer des approches de parallélisme donc pour le traitement des données avec l'utilisation des arguments comme new workers, par exemple. Et il est essentiel vraiment pour l'entraînement de modèles de deep learning car il optimise l'accès aux données, réduit la latence et facilite aussi l'apprentissage par batch ou bien par lot. Donc, on va l'utiliser ici. Donc, on définit notre loader sur le train et sur le test pour bien charger les données. Donc, ça va être chargé. Donc, on aura l'approche de générateur, comme on l'a vu. Donc, on peut y accéder avec le next, si vous vous rappelez des séances sur les générateurs. Donc, on fait iter, là, on crée notre générateur, on fait next pour accéder sur élément par élément. Donc, ça va représenter ici des batchs parce qu'on a divisé sous forme de batch. Donc, chaque élément va représenter un batch d'images, donc 32 images. Donc, chaque data iter va contenir 32 images. Donc là, on récupère l'image 0 pour l'afficher, pour voir. Et là, on a 6 qui apparaît. D'accord? Et pour le modèle, donc ça va être un peu différent de ce qu'on a fait avec Keras, mais ici on va créer une classe qui s'appelle Simple Neural Network par exemple, qui hérite de la classe module, donc de PyTorch. On va créer notre constructeur, donc on utilise d'abord le constructeur de la classe mère, donc nn.module. Après, on définit un ensemble d'attributs donc qui vont nous servir comme l'ensemble des couches de notre modèle. Donc, on simule l'approche de Keras. Donc, on va avoir la même architecture. Donc, d'abord, la couche de flatten, donc nn.flatten. Après, la couche dense est remplacée ici par nn.linéaire. 28, 28 pour dire que l'entrée de la couche linéaire, ça va être de taille 28, 28 parce que le flatten, il passe de 2D, donc en une seule dimension. Donc, on passe de 28,28 à 28 fois 28. Et la sortie, donc c'est 128, donc il y aura 128 neurones. On applique l'activation relue. On fait la même chose, notre dernière couche, donc la couche de prédiction, qui va prendre des entrées de dimension 128 et qui fait la projection donc sur 10.
dimension. Et c'est le nombre de neurones, donc il y aura 10 neurones. Et softmax est appliqué donc, pour transformer les logits en des probabilités. Donc il y aura forward qui va être utilisé donc, durant le feedword, donc la phase d'apprentissage. Il prend en entrée un batch de données, un batch d'images. Il applique dans un premier temps le flatten, puis le FC1, donc la première couche linéaire, après le relu, après le FC2, donc la couche de prédiction, et enfin la couche de softmax. Donc, on peut créer notre modèle avec le simple NN, avec le constructeur qui va être appelé si on exécute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on peut créer la fonction perte ici avec la cross-entropie qui est utilisée, donc qui est disponible dans nn.cross-entropie loss. On fait la même chose, on crée notre optimiseur, donc avec Adam. On définit le nombre de les paramètres en fait à optimiser. Aussi, on peut définir ce qu'on appelle le learning rate ou bien le pas d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va faire durant le processus d'apprentissage? On ne va pas utiliser fit avec PyTorch, mais on va utiliser une boucle. Donc, on veut faire 5 itérations. Donc, on va faire for epoch in range de nim epoch, donc 5. On initialise la loss au départ, qui est égal à 0. Donc, sur chaque époque, on va l'initialiser. À l'intérieur, on va rentrer. Donc, on va prendre l'ensemble des éléments dans le data loader, donc dans le train. Donc, à chaque fois, on prend l'image et le label. Donc, il y a deux. On fait de l'apprentissage supervisé. On fait optimiseur dans un premier temps, point 0 grade. Et optimiseur point 0 grade nous permet tout simplement de réinitialiser les gradients. Donc, quand on fait de l'apprentissage, on parle de gradients, des poids, avant une nouvelle mise à jour pour éviter l'accumulation des gradients précédents. Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc, au modèle image, pour faire la prédiction, donc afin d'avoir les classes donc, de chaque image donnée. Donc là, on a un batch d'images sur image, un ensemble d'images. On applique le criterion donc, pour calculer la fonction perte entre l'output et les labels. Donc la fonction perte pour mesurer l'écart entre ce que le modèle a prédit sur output et les vrais labels. Et après, on va faire loss.backward. Donc le backward qui nous permet de calculer les gradients de la fonction perte par rapport au poids du modèle, donc via ce qu'on appelle la rétropropagation, donc c'est la phase de backward. Et le optimiseur.step, donc qui nous permet en gros de mettre à jour les poids du modèle, donc en utilisant les gradients calculés pour vraiment réduire tout ce qui est fonction perte. Donc la fonction perte, là on fait loss.item pour récupérer la valeur, donc ça va être un scalaire. On va rajouter ça, donc au fur et à mesure, on rajoute. Parce que si vous regardez bien, il y a plusieurs batchs. Et sur chaque batch, en fait, on va prendre la loss et on rajoute. Et à la fin de l'ensemble des batchs, on aura une époque qui est déroulée. Donc, une époque, c'est le traitement de plusieurs batchs. Donc, si on a fini de traiter tout un ensemble de batchs, donc on a fini une époque. Et on le fait pour 5 époques. Donc, on peut exécuter cette cellule donc pour voir qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps comparé à ce qu'on avait avec Keras. Donc là, je vais essayer de laisser qu'il tourne pour le premier époque. Donc là, c'est bon. Donc là, il est sur 4 époques. Donc, j'ai accéléré un peu. Donc, 5 époques, c'est bon. Maintenant, on a fini l'apprentissage. Donc, on se retrouve avec 1.5 en termes d'erreur. Donc, pour évaluer le modèle, on peut faire la même chose sur le jeu de données de test. Donc, sur test loader, on fait encore une boucle. Et vu que là, on n'a pas besoin de mettre à jour les paramètres, donc on met with torch.noGrad, donc il n'y a pas de gradient, on ne calcule pas de gradient, on fait juste de l'inférence. À l'intérieur, on met modèle image, donc à chaque fois on lui donne, vu qu'on a un batch d'éléments, donc on boucle en fait pour prendre batch par batch. Donc pour chaque batch, on récupère donc le output, donc la prédiction du modèle. Donc, on va faire quoi? On va faire max de output, torch.max. Donc, pour récupérer l'index, donc qui va correspondre à la classe d'appartenance de cette image, c'est-à-dire ce que le modèle a prédit, bien sûr. Après, on fait total, donc pour calculer le nombre d'éléments en quelque sorte dans test loader, c'est juste pour avoir cette information. Et correct, on va faire predict égal labels. Donc ici, si vous vous rappelez, on va avoir des true et des false. Donc si on fait point sum, tout ce qui est true, il va nous calculer uniquement les true. Il y a combien de true?
Donc, les true, ça correspond aux bonnes prédictions. Parce qu'ici, on a comparé les predicted et les labels. Donc, si on fait la somme, on se retrouve voilà, avec l'ensemble des bonnes prédictions qui ont été faites par le modèle. Et point item pour récupérer sous forme de scalaire. À la fin, après avoir fait l'ensemble des tests, donc on va afficher le résultat. Donc dans correct, il y a l'ensemble des bonnes prédictions. Si on divise par total, donc on va diviser par le nombre d'images. Donc l'ensemble des images bien prédites sont dans correct et l'ensemble des images, le nombre d'images, c'est dans total. Donc on formate avec point .df pour avoir deux chiffres après la virgule pour la sortie. Donc on peut exécuter. Donc là, on voit accuracy sur les données de test, 95,85%. Donc le modèle de Keras a donné de meilleurs résultats. Donc l'approche utilisée ici, ce n'est pas de montrer, c'est-à-dire de faire un cours de deep learning, mais c'est de montrer juste qu'avec Python, on a cette possibilité de mettre en place des modèles de manière très rapide et simple. Donc des cours de deep learning spécialisés seront nécessaires pour avoir une connaissance beaucoup plus approfondie sur tout ce que je viens d'expliquer. Donc pour la prochaine séance, on va essayer de s'orienter sur la mise en place d'applications maintenant, donc avec Gradio par exemple, qui nous permet de créer des applications très simples, donc en utilisant des modèles de machine learning par exemple pré-entraînés. Donc je vais montrer comment on peut mettre en place facilement un chatbot. Et pour les autres cours aussi, ça va orienter développement d'applications, notamment avec l'utilisation de Streamlit, donc pour créer des applications aussi de manière très simple. Après Fast API et Flask. Et à la fin, on va créer une application full stack en utilisant Fast API comme back-end et comme front-end, on va utiliser Streamlit. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance.